propos se déroulera en 4 parties. Peut-être rappeler l'importance des SPIP dans le processus de la justice pénale. Ensuite, très rapidement, rappeler que si les SPIP constituent un acteur fondamental de cette justice pénale, ils ne sont rien sans ancrage territorial et sans recours à la société civile et aux associations déjà. Et puis, troisième élément, peut-être rappeler que la loi de programmation de la justice ne fait que renforcer cette obligation à travailler ensemble. Et puis en dernier lieu, je donnerai quelques éléments peut-être plus personnels. Alors ce que je vais vous livrer, bien évidemment, je le fais en tant que responsable de l'administration pénitentiaire, mais aussi avec une certaine liberté de ton qui m'appartient et qui peut susciter, je l'espère, réflexion et interrogation et débat. Donc un certain nombre de positions n'engagent que ma personne. Les SPIP, je pense que vous savez ce que sont les SPIP. C'est toutefois une institution relativement récente puisque nous avons fêté les 20 ans du SPIP cette année. Je rappellerai que les SPIP, en quelques mots, c'est d'abord un objectif qui est très clair. Alors je le rappelle parce que ça n'a pas toujours été aussi évident au sein de l'administration pénitentiaire que de savoir pourquoi et dans quel objectif nous travaillons. Les SPIP ont pour objectif de prévenir la récidive. C'est quelque chose d'extrêmement clair qui a été rappelé notamment par la loi pénitentiaire et rappelé tout à l'heure par un intervenant au travers de l'article 707. Deuxième élément, les SPIP constituent donc un service public institutionnel avec des méthodes d'intervention qui sont de plus en plus professionnalisées et harmonisées. C'est l'objet, vous le savez pas, sans doute dans notre jargon, de l'application du RPO1, mais en tout cas, chaque CPIP s'inscrit dans une institution et dans un mode de fonctionnement institutionnel très clair qui doit normalement renforcer la crédibilité des SPIP par rapport aux magistrats et par rapport à ces différents partenaires. Je ne développe pas cela parce que vous le connaissez. Troisième idée, les SPIP, ce sont des moyens de plus en plus renforcés. Alors ce sont aussi des exigences de plus en plus renforcées, y compris des exigences politiques. Je rappelle la triste affaire de Pornic en 2011, mais l'exigence bien comprise est aussi une forme de reconnaissance. Donc les SPIP, dans le contexte quand même de vache maigre que connaît l'administration et plus globalement les services publics actuellement, ce sont des services en pleine expansion et je pense qu'aucun corps ne s'est autant développé depuis 20 ans que le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion. Donc les SPIP actuellement sont au nombre regroupent à peu près 5400 personnes. Ce sont des SPIP pluridisciplinaires avec les conseillers d'insertion et de probation bien évidemment qui constitue le cœur nucléaire, entre guillemets, de l'intervention des SPIP, mais aussi avec des cadres, mais aussi avec des psychologues, mais aussi avec des surveillants, notamment en ce qui concerne le PSE, mais aussi des personnels administratifs qui ont le même rôle et le rôle aussi fondamental auprès des conseillers d'insertion et de probation que celui des greffiers auprès des magistrats, et aussi des éducateurs et des binômes de soutien concernant l'intervention sous l'angle plus de la prévention ou du traitement de la radicalisation et des terroristes islamistes radicaux et violents, notamment en région parisienne. Ces services seront renforcés à l'occasion de l'application de la loi de programmation de la justice, puisque 1500 recrutements de ces différents personnels sont prévus. C'est aussi des moyens matériels. Pratiquement tous les SPIP sont en cours de déménagement dans des locaux beaucoup plus adaptés, qui permettent aux fonctionnaires et aux contracteurs de travailler dans des conditions plus satisfaisantes, mais surtout de mettre en œuvre dans des conditions correctes et optimales les modalités d'intervention dont je vous parlais, qui sont maintenant définies, institutionnelles, les sacro-saints entretiens, bien évidemment, mais aussi tout ce qui concerne les interventions en groupe qui se développent, et puis aussi ce que l'on développe beaucoup en région parisienne, les plateaux techniques, c'est-à-dire le travail avec les partenaires associatifs directement au sein du SPIP. Après une évaluation, ça permet au CPIP d'adresser directement la personne
vers une association qui va favoriser la recherche d'un logement ou qui va pouvoir la prendre en charge d'un point de vue sanitaire en fonction donc des leviers qui auront été définis par le CEPIP au cours de l'évaluation. Deuxième temps de mon propos, le SPIP, qui est important, n'est rien sans un ancrage territorial. Le SPIP, c'est un service départemental. Le SPIP doit voir son action prolongée bien évidemment par la société civile, les associations bien évidemment, mais aussi les collectivités locales et les autres services publics. Alors là aussi, la loi de la programmation de la justice ne bouleverse pas les choses puisque l'administration pénitentiaire travaille depuis des années sur toute la politique de décloisonnement engagée depuis Robert Badinter les années 80, qui a été consacrée au niveau législatif par l'article 3 de la loi pénitentiaire qui précise de façon très claire que le service public pénitentiaire travaille avec les associations, les collectivités locales, les différents services publics qui concourent au service public pénitentiaire. Alors je ne vais pas citer tous les développements et les illustrations de ce partenariat. On l'a avec vous bien évidemment au niveau des mesures qui sont mises en œuvre. La mesure phare étant le placement extérieur dont on a parlé ce matin, mais il y en a d'autres, les prises en charge groupales, les stages ou de citoyenneté ou de prévention des violences conjugales sur des thématiques extrêmement diverses, des partenariats innovants sur la justice restaurative, la mise en place de cercles de soutien de responsabilité, c'est-à-dire l'implication de la société civile dans la prise en charge et l'environnement amical et de soutien de la personne, puisque c'est souvent ce qui peut faire défaut dans une prise en charge uniquement professionnelle qu'offre le SPIP. Et puis, on en a parlé également, tout ce qui a trait au travail d'intérêt général, auxquels les associations contribuent, mais qui vont bien au-delà, puisque vous avez vu qu'avec notamment la loi de programmation de la justice, qui en a fait une mesure phare, on compte aller au-delà de cette sphère uniquement de service public ou d'associations. J'en viens donc au cœur du sujet, c'est-à-dire la question de la place des SPIP ou du rôle des SPIP plus précisément dans la mise en place de la loi de programmation de la justice et le partenariat renforcé avec la société civile et les associations. Alors quelques mots sur cette loi. Moi qui m'inspire des sentiments un peu mitigés, ça tombe bien, la garde des Sceaux n'est pas là, je plaisante. D'abord, parce qu'elle me paraît redondante dans un certain nombre de ses formulations, mais là, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez bien qu'on a l'habitude en France de prendre beaucoup de lois et de prendre un certain nombre de dispositions qui parfois ne font qu'enfoncer les portes ouvertes ou répéter des choses qui avaient déjà été posées. Effectivement, ce n'est pas la loi de programmation de la justice qui dit pour la première fois qu'il faut éviter au maximum la peine privative de liberté en matière correctionnelle, que dès lors que le magistrat est contraint de la prononcer, il faut immédiatement songer à l'aménager. Tout ça a été dit par, alors je vais faire un peu d'humour stupide, c'est les actes des Gilets jaunes qui me l'inspirent, par Perben 2, par Taubira 4, par Sarkozy 3, etc. Enfin bon, toutes les lois pénitentiaires ou de politique pénale qui se sont succédées depuis Madame Guigou ont répété cette affirmation. Donc la loi, la LOPJ s'inscrit dans et donc ça c'est une excellente chose. En même temps, elle est novatrice parce que ça a été aussi rappelé, elle change quelque peu le paradigme quand même de l'aménagement ou de l'exécution de la peine, puisque l'acteur principal, on l'a répété, de l'aménagement des peines était depuis une vingtaine d'années le juge d'application des peines, et que là, effectivement, la volonté du gouvernement, qui était aussi la volonté du président de la République, qu'il avait affirmé lorsqu'il avait visité le SPIP de Paris et la prison de Fresnes il y a un an et demi, c'était de sortir de ce qu'il estimait être une forme d'hypocrisie, ça a été rappelé. Alors,
qui n'est pas, on ne vise personne quand on dit ça, c'était le système qui en tout cas était déresponsabilisant aux yeux du législateur, puisqu'on prononçait une peine qui pouvait aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, ce qui n'est pas rien, et puis ensuite on renvoyait effectivement l'aménagement, mais donc l'essence même de l'exécution de cette peine à un juge d'application des peines, qui lui-même pouvait demander au SPIP, avec des associations, de voir, etc. Ce qui faisait qu'à la fois pour la victime et pour l'auteur des faits, ça pouvait sembler quand même assez difficilement compréhensible, puisque la victime était condamnée à 2 ans, mais ensuite on lui disait finalement vous irez peut-être pas en prison, puis vous allez faire autre chose. Et puis à l'auteur, pardon, la victime, elle pensait avoir une, une sanction extrêmement forte, et puis ensuite le lendemain pouvait recroiser l'auteur des faits, et puis ensuite pouvait voir que finalement l'emprisonnement n'intervenait jamais. Donc je pense que là, on est dans un effort, en tout cas intellectuel, de plus grande cohérence et de lisibilité. Le tout, c'est de savoir si ça va marcher. Là aussi, alors c'est peut-être l'avantage d'avoir 35 ans dans ses fonctions et d'avoir des cheveux blancs, incite à une certaine mesure, puisque tous les autres efforts législatifs n'ont pas donné, en tout cas, apporté tous les fruits escomptés pour différentes raisons. Madame la Présidente le rappelait, le juge est indépendant, le magistrat du siège est totalement libre de ses décisions, mais le juge, et c'est une fort bonne chose, n'est pas un être totalement déconnecté, hors sol des réalités sociales. Il y a aussi une ambivalence politique sur la question, vous le savez bien, sur les questions pénales, où on a une tendance quand même plus naturelle à interroger et à mettre en cause la responsabilité du juge, du SPIP, de qui l'on veut lorsqu'il y a une récidive, alors même qu'il y a eu un aménagement de peine, donc une sortie de prison contrôlée, aménagée, avec des obligations, etc. Et on ne se pose pas de questions lorsqu'il y a une récidive, alors même que la sortie était sèche, n'avait pas été préparée, etc. Donc il y a une responsabilité là-dedans collective des politiques qui votent des lois, mais qui ensuite, moi j'ai la loi de 2009 pénitentiaire à laquelle j'ai participé, j'ai vu des gens qui l'avaient voté, de cette majorité-là, ensuite critiquer ces mesures en disant que c'était d'un extrême laxisme, etc. Donc il y a une responsabilité collective, tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de faire une loi, il ne suffit pas de dire ensuite si au magistrat et à l'administration pénitentiaire de se débrouiller, tout comme les prisons, on disait tout à l'heure, les prisons produisent de la récidive, etc. Bon, la prison en soi, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est une institution sociale, comme la faculté, comme, puisqu'on a une universitaire, comme un hôpital. Il y a de bons hôpitaux, il y a de mauvaises facultés, il y en a d'excellentes à Bordeaux certainement. C'est pareil pour les prisons. La prison, elle est ce qu'en fait la société et ce qu'en font les responsables, ni plus ni moins. Bon, je m'égare un peu, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'avancées dont il faut effectivement s'emparer, et notamment la question qui vous intéresse aujourd'hui des enquêtes sociales rapides, qui m'inspire quelques réflexions. La première, là aussi, je pense qu'on est resté au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on maintient cette compétence conjointe, cette possibilité offerte aux magistrats de dire où c'est le service public pénitentiaire à travers les SPIP, où ce sont les associations. Alors on modifie quand même un peu, parce qu'on prend une loi, donc il faut modifier. Avant, on disait que c'était les associations et le SPIP n'était compétent que lorsqu'il y avait une impossibilité matérielle concernant les associations. Là, on place le SPIP et les associations à égalité. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, moi, à titre personnel, parce que j'aime bien les choses assez cohérentes, j'aurais préféré que l'on confie le pilotage et la responsabilité de ces enquêtes sociales rapides au SPIP, avec la possibilité pour le SPIP de pouvoir les déléguer aux associations et ensuite les présenter en les enrichissant éventuellement aux magistrats. Ça m'aurait semblé être la meilleure formule. Ça fait réagir. Je vais essayer de calmer la salle en indiquant que de toute façon, et les juges d'application des peines présents ici le savent bien, et les magistrats, le SPIP n'a pas, en dépit des moyens qui lui sont pour l'instant attribués, la possibilité d'investir le présententiel. Donc c'est clair. Donc
Je le dirai, moi, lorsqu'on en discutera avec les magistrats, même si je n'ai qu'un avis à émettre, et que l'avantage du service public, bien évidemment, c'est sa gratuité. Mais quand on aura des CPIP qui feront des enquêtes sociales rapides, ils ne pourront pas faire le reste. Donc c'est vrai qu'ils ne pourront pas prononcer et suivre les éventuelles mesures d'aménagement de peine qu'auront produites les enquêtes sociales rapides. Puisque, pour des années encore, l'exigence, la charge de travail des SPIP, qui en moyenne, je prends le SPIP de Versailles actuellement, suivent entre 80 et 100 personnes en milieu ouvert, ne permet pas d'investir ce champ-là. Donc voilà, les choses en tout cas sur la région parisienne sont assez claires. Le deuxième élément, c'est que effectivement, l'enquête sociale rapide a vu son objectif et son domaine, en tout cas son champ de compétences s'intensifier, se diversifier, et que effectivement l'esprit, en tout cas du législateur, c'est que, me semble-t-il, l'enquête sociale rapide débouche éventuellement sur une proposition d'alternative ou d'aménagement de peine. Ça me paraît essentiel avec tous les tempéraments, les mesures, etc., qui ont été tout à l'heure évoqués par les avocats. Troisième élément, ça obligera encore un peu plus, ce qui n'est pas évident dans le monde français, à sortir des postures et à travailler ensemble. Alors on en a l'habitude et on travaille plutôt bien ensemble avec l'ensemble des associations relevant du réseau Citoyen Justice et l'administration pénitentiaire, mais quand même, alors là je critiquerai un peu certains CPIP, ça m'agace assez fortement quand j'ai en face de moi, c'est très minoritaire, y a-t-il des CPIP dans la salle? Après m'être mis à dos à peu près tout le monde, qui me disent on est totalement débordé, etc. Mais dès lors qu'on a la possibilité de faire appel pour relayer la prise en charge et enrichir la prise en charge faite par le CPIP, par une association, etc., le CPIP immédiatement considère la personne placée sous main de justice comme étant sa propriété en disant non, non, surtout pas, etc. Il faut sortir de ces postures-là. Il y a du travail pour tout le monde et il faut pour ça organiser me semble-t-il, des protocoles, des conventions tripartites au plus près du terrain entre les SPIP d'un côté, les associations qui effectueront cette mission et les autorités judiciaires qui sont les donneurs d'ordre, avec, je l'espère, quand même une harmonisation, un cadre qui sera un cadre national, défini par une note conjointe ou une circulaire conjointe DACG, ça me paraît indispensable, et qu'à l'intérieur de ce cadre, on puisse formaliser des protocoles, notamment dans la relation compte tenu de la nouvelle ambition de ces enquêtes sociales rapides, effectivement, le SPIP pourra apporter en termes d'éléments liés à la personnalité de la personne, à son parcours, etc., à l'enquêteur. Donc ça nécessite de mettre en place des permanences, ça nécessite de mettre en place des outils qui ne me paraissent pas inimaginables, mais ça nécessite un peu d'organisation. Ça n'est pas gagné, parce que je vais vous citer deux exemples, parce qu'on attend toujours beaucoup de la loi, etc. Et puis là, je vais achever totalement de m'être mis à dos tout le monde. Mais par exemple, Madame la vice-présidente ici présente sait à quoi je vais faire allusion, et elle travaille fortement avec nous à essayer de mettre en place cet outil de cohérence. On essaie depuis 2 ans sur la question du bracelet électronique dont on a parlé, appelé encore à un développement et qui fait intervenir une multitude d'acteurs, de mettre en place des protocoles au niveau de chaque tribunal pour savoir exactement qui fait quoi et rassurer les magistrats pour qu'ils puissent nous dire, en fonction de la personnalité et du risque présenté par le placé, quand on doit aviser le parquet et le juge d'application des peines d'un retard, d'un manquement, etc. En région parisienne, je ne parle pas du mur du 5 décembre qui est devant nous, mais vous imaginez bien, quand on prend le RER A ou le RER C, on est assez régulièrement en retard, etc. Et donc on ne va pas aviser en temps réel, on a 2300 placés sous bracelet, les magistrats à chaque fois. En même temps, nous avons des gens extrêmement dangereux qui ont commis des actes
d'agression sur leurs compagnes. Nous avons des terroristes islamistes qui sont sous bracelet électronique. Et pour ces gens-là, effectivement, il est indispensable d'aviser en temps réel et d'être très réactif. Donc le protocole organise tout ça. Nous en sommes actuellement, vous avez vu le nombre de tribunaux en région parisienne, à la signature du 4e protocole. Bon, il en reste un certain nombre, on va aboutir. Tout ça, c'est pas pour critiquer, c'est pas, mais pour dire que c'est compliqué. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut travailler ensemble, il faut organiser, etc. Puis quand on passe ensuite à l'acte, c'est assez compliqué. C'est d'autant plus compliqué avec parfois les tribunaux qu'on est effectivement avec des gens qui sont des magistrats indépendants, etc. Et c'est une excellente chose, mais ça rend parfois les choses un peu plus compliquées que dans un système de despotes éclairés comme l'est le système pénitentiaire. Je parle pour la ville de Paris. Bon, je plaisante bien évidemment, hein, parce que je m'aperçois que je suis filmé. Donc, je n'accepterai aucune coupe. Et tout devra être restitué dans son contexte. Deuxième élément, et là, c'est pour nos amis avocats, je pense effectivement que les avocats ont un rôle à jouer. Et moi, j'ai proposé il y a 2 ans aux 2 directeurs d'écoles du barreau, Paris et Versailles, de proposer une convention de partenariat pour que l'administration pénitentiaire puisse intervenir, qu'on puisse débattre, qu'on puisse, dans le cadre des formations continues et initiales. Le barreau de Paris m'a répondu, on a mis en place une convention où, par exemple, je suis venu présenter aux avocats l'état du respect des droits des personnes au sein des établissements pénitentiaires, où, par exemple, la DSPIP de Versailles, qui est une ancienne avocate, qui a été avocate pendant 8 ans à Nanterre, est venue présenter le rôle du SPIP et expliquer en quoi, selon elle, le SPIP et les avocats pouvaient être non pas concurrents, mais complémentaires. Alors je regrette, mais il y a un membre éminent du barreau de Versailles que le directeur de l'école du barreau de Versailles ne m'ait pas répondu. Bon, tant pis, hein, on travaille avec Paris, mais là encore, c'est bien de dire il faut travailler ensemble, il faut mettre, etc. Et puis, quand on passe à l'acte, c'est toujours plus compliqué parce que la vie est ainsi faite. Donc, voilà, ayant épuisé votre patience, m'étant mis à dos toute la salle, je terminerai juste par là aussi, avant le mouvement social de demain, je ferai appel à un théoricien de la pensée de la pensée sociale pour dire que, voilà, avec cette loi, moi je l'aborde dans un double état d'esprit avec, vous l'aurez vu, le pessimisme de l'intelligence, puisque l'intelligence, c'est aussi toute l'expérience accumulée, mais avec l'optimisme de la volonté, parce que je pense qu'effectivement, nous n'avons pas de choix, et il faut faire ce pari sur cette loi ensemble, et que moi, je ne doute pas qu'on pourra, en tout cas avec Citoyens Justice, mais aussi avec les avocats et les magistrats, au niveau de l'administration pénitentiaire, puisque nous sommes voilà, prestataires, hein, faire au mieux pour trouver des solutions et mettre en place ces dispositions à partir du mois de mars. Merci.